Le dernier groupe de paramètres sont les paramètres de forme. Dans les paramètres de forme, on peut faire la différence entre deux types de paramètres. Il y a les paramètres de symétrie et dissymétrie et les paramètres d'aplatissement. Les paramètres de dissymétrie vont caractériser la symétrie de la distribution. On peut faire distinction entre trois cas de dissymétrie. La dissymétrie à gauche, la symétrie et la dissymétrie à droite. Ces trois cas sont illustrés ici avec les histogrammes qui donnent une idée de la distribution, de la forme de la distribution des données. Le cas symétrique est le cas de référence. La polygone des fréquences pour ce cas est le suivant. Pour la dissymétrie à gauche, la queue de la distribution de droite sera plus longue. Et pour une distribution qui est dissymétrique à droite, la queue de gauche sera plus longue. Les paramètres d'aplatissement caractérisent l'aplatissement, c'est-à-dire la grosseur des queues d'une série. Pour dire quelque chose de la grosseur des queues, on va les comparer avec les queues d'une distribution de référence. Cette distribution de référence est appelée la distribution normale standard ou aussi la courbe de Gauss. Pour cette distribution, la moyenne est nulle et la variance 1. Cette distribution va jouer un rôle très important dans la statistique inférentielle et elle est définie par la formule qui se trouve en bas du page. La polygone de fréquence est dessinée en noir dans les deux exemples. Donc c'est la polygone de fréquence pour la distribution standard normale. On voit que le centre est 0 et si on calcule la variance, on trouve que la variance est 1. Comme dit, pour dire quelque chose sur la grosseur des queues, on va les comparer avec les queues de la distribution standard normale. À gauche, on voit que les queues de la distribution en rouge sont plus grosses que celles de la distribution en noir. Donc les queues de la distribution en rouge se trouvent au-dessus des queues de la distribution en noir de la distribution normale standard. Une telle distribution est dite leptocurtique. À droite, on voit l'inverse. Donc cette distribution est platicurtique et ces queues sont moins grosses que les queues de la distribution normale standard. La plupart des paramètres de dissymétrie ou d'aplatissement sont définis à partir des moments centrés de la série. Le moment centré d'ordre K est donné par cette formule. Dans la formule, on voit qu'on d'abord crée la série centrée, donc on soustrait la moyenne, on fait cet écart, donc xi moins x bar, on prend la puissance k, et après, on fait la moyenne de tous ces écarts. Donc, moment centré car on soustrait la moyenne, donc on centre toutes les observations autour de 0. Ordre k, car on prend la puissance k des écarts. On voit que le premier moment, donc le moment centré d'ordre 1, est égal à 0, car si on regarde la formule, on trouve qu'on prend la moyenne des écarts et on a déjà démontré que cette moyenne est toujours égale à 0. Le moment centré d'ordre 2 est par définition égal à la variance. Si on fait une transformation des observations, donc on fait AXI plus B, le moment va changer aussi. Donc le moment centré d'ordre K de la série transformée est A puissance K fois le moment d'ordre K de la série originelle. La démonstration est très simple et c'est pareil à la démonstration que la transformation de la variance. Il y a aussi les moments non centrés. Ces moments non centrés sont dénotés comme mu K et ils sont définis de même manière, mais sans d'abord centrer les observations, donc on ne soustrait pas la moyenne. La signe de M3, donc le moment centré d'ordre 3, ainsi que le signe de l'écart entre la moyenne et le mode, renseignent sur le type de dissymétrie. Si on regarde la dissymétrie à gauche, aussi appelée un étalement à droite, on voit que le mode est plus petit que la moyenne. Par conséquent, x bar moins le mode sera toujours positif. De même manière, on peut montrer que pour une dissymétrie à gauche, le troisième moment centré est toujours positif. De même manière, pour une dissymétrie à droite ou un étalement à gauche, M3 sera négatif
et x bar moins xm, donc x bar la moyenne moins le mode, sera négatif. Par conséquent, en cas de symétrie, M3 sera égal ou presque égal à 0 et le mode et la moyenne seront à peu près les mêmes. Deux des acteurs principaux sont les Anglais Fisher et Pearson qui ont défini des paramètres de dissymétrie et des paramètres d'aplatissement. Commençons par la dissymétrie. Le coefficient de dissymétrie de Fisher est défini comme être le moment M3 divisé par S cube. Donc, on prend le troisième moment centré, pour lequel nous savons qu'il doit être égal ou à peu près 0 en cas de symétrie et positif ou négatif en cas de dissymétrie, et on va diviser par le cube de l'écart type pour obtenir un paramètre sans unité. Ce paramètre est insensible au changement d'origine et d'échelle si on regarde sa valeur absolue, mais vu que M3 utilise une puissance impaire, ça veut dire que si A est négatif, le signe de gamma 1, donc le signe du coefficient de dissymétrie de Fisher, va changer. En plus, vu que ce coefficient est défini en utilisant les écarts, donc la différence entre les observations et la moyenne, il est très sensible aux observations extrêmes. Cela devient très clair si on prend la formule. Dans la formule de M3, on a la cube des écarts. Pour des valeurs extrêmes, l'écart est déjà très grand. Et après, on prend encore la puissance 3 de cet écart. Donc, on augmente encore l'influence des valeurs extrêmes. Des autres coefficients de dissymétrie sont le coefficient de Pearson et le coefficient de Yule et Kendall. Ces coefficients sont plus rapides à calculer car ils n'utilisent pas toutes les observations, mais seulement quelques observations de certains rangs. Mais leurs propriétés résultent uniquement de constatations empiriques. Le coefficient empirique de dissymétrie de Pearson va regarder la différence entre la moyenne et le mode, et après il va le diviser par l'écart type pour de nouveau obtenir un coefficient sans unité. En cas de symétrie, le mode et la moyenne sont à peu près le même, et donc SK sera égal ou à peu près égal à 0. Pour dissymétrie à gauche, on sait que la différence x bar moins le mode est positif, et donc SK sera aussi positif vu que S, l'écart type est toujours une valeur positive, et pour une dissymétrie à droite, SK sera négatif. Le coefficient de Yule et Kendall est défini comme la somme de Q1 et Q3. On soustrait deux fois la médiane et après on divise par Q3 moins Q1. Ce coefficient est beaucoup plus robuste car il utilise seulement Q1, Q3 et la médiane et l'idée est basée sur la boîte à moustache. En pratique, le coefficient va regarder la partie centrale de la boîte à moustache et va vérifier ou va examiner la symétrie pour cette partie. Pour voir cette propriété, on peut réécrire le coefficient de Yule et Kendall. Donc on le réécrit comme Q1 moins x tilde, donc Q1 moins la médiane, plus Q3 moins la médiane. Le premier quartile moins la médiane correspond à la longueur de la partie gauche de la boîte et Q3 moins x tilde correspond à la longueur de la partie droite de la boîte. Le coefficient de Yule et Kendall va donc comparer comment la boîte est divisée en deux parties. Est-ce que ces parties sont à peu près de même longueur ou pas? Et finalement, on divise par Q3 moins Q1, donc par l'écart interquartile qui est le paramètre de dispersion lié au quartile. Et donc de nouveau, YK, le coefficient de Yule et Kendall, est un coefficient sans unité. Quelle valeur est-ce qu'on va expecter pour YK dans les différents cas? Il y a trois cas qui sont possibles. Ou bien la partie gauche est plus petite que la partie droite, ou bien les deux parties sont à peu près les mêmes, ou bien la partie droite est plus petite que la partie gauche de la boîte. On sait que le premier quartile est toujours plus petit ou égal à la médiane, et la médiane est toujours plus petite ou égale au troisième quartile. Par conséquent, la valeur en rouge est plus petite ou égale à 0,
et la valeur en vert est plus grande ou égale à 0. Pour le premier cas, on voit que la distance en rouge est plus petite que la distance en vert, et donc YK, le coefficient de Yule et Kendall, sera positif. En cas de symétrie, les deux parties sont à peu près les mêmes, et donc la distance en rouge et la distance en vert sont égales ou à peu près égales, ce qui donne que le coefficient de Yule et Kendall est environ 0. Et pour le troisième cas, le coefficient de Yule et Kendall sera négatif. Pour la série des indices de richesse, on voit, en utilisant l'histogramme et la boîte à moustaches, que la distribution est assez symétrique. Ce fait se reflète dans les valeurs pour les paramètres qui sont proches de 0. Le coefficient de Fisher est 0,32, le coefficient de Yule et Kendall 0,14 et le coefficient de Pearson moins 0,66. Fisher et Pearson ont aussi défini des paramètres d'aplatissement et pour les paramètres d'aplatissement, le quatrième moment centré est utilisé. Pearson utilise le quatrième moment et il divise par S à la puissance 4. Fisher utilise le coefficient d'aplatissement de Pearson mais soustrait 3 de cette valeur. Comme dit, la distribution de référence est la courbe de Gauss. Si on calcule le coefficient d'aplatissement pour la courbe de Gauss, on trouve que B2 est égal à 3. Pour voir si les queues sont plus ou moins grosses que les queues de la courbe de Gauss, on devrait donc comparer avec la valeur 3. Donc, est-ce que B2 est plus petite ou plus grande que B3? Pour avoir une comparaison plus facile, Fisher a donc soustrait le 3 et donc pour le coefficient de Fisher, on doit comparer avec 0. Pour la distribution leptocurtique, le coefficient de Fisher est positif. Pour la distribution platicurtique, cette valeur sera négative. Pour l'indice de richesse, on trouve une valeur 3,23 pour le coefficient d'aplatissement de Pearson ou 0,23 pour le coefficient de Fisher. Cette valeur est très proche de 0 et donc on pourrait dire que les queues pour la distribution d'indices de richesse sont à peu près aussi grosses que les queues de la distribution de référence. Pour ce chapitre, on doit être capable de définir, calculer et interpréter les paramètres statistiques, les paramètres de position, de dispersion et de forme. On doit être capable de construire la boîte à moustaches. Vu qu'on n'a pas vu les fonctions d'influence, on peut ignorer cette partie-là. Et on doit connaître l'inégalité de Chebyshev et la formule de décomposition de la variance. En termes théoriques, on doit être capable de citer et démontrer les propriétés suivantes. L'effet d'un changement d'origine et d'échelle sur les différents paramètres, la définition et le calcul de la moyenne de la série des valeurs centrées, la propriété d'optimalité de la moyenne et la médiane, le théorème de Koenig-Huygens, la formule équivalente de la variance, la formule de décomposition de la variance et la propriété de Chebyshev.